Conteuse, poète, épistolière, écrivain, comédienne d'elle-même, femme de ses mondes, femme du monde, épouse de ses solitudes et angoisses, épouse de 2 hommes et aimante de tant d'autres, amoureuse de tous les autres, désamoureuse aussi. Louise de Villemorin a disparu le 26 décembre 1969 et avec elle c'est un monde qui est mort. Elle avait, comme elle le disait, les yeux couleur des anciens timbres de 3 sous, d'un vert très doux, nuancé de gris et d'or. Ses mains étaient fines et porteuses de nombreuses bagues, elle aimait bouger. Sa voix était porteuse d'elle-même, comme sa poésie. Pour Malraux, elle était le dernier poète de la voix. Avec ses mots, elle exprimait joie, mélancolie, espièglerie et fantaisie. La tristesse d'être séparée de ses 3 filles lors d'un divorce, une maison désormais sans enfants, tristesse, et cela devient, avec une guitare et quelques mots, ceci. La maison des enfants est livrée au grand vent, leurs chambres sont désertes. Le grand vent du matin ne dénoue au jardin nul ruban de soie verte. Plus de mots hésitants et plus de compliments au midi de ma fête, et plus de petits pas, plus de secrets tout bas, ni de cris à tue-tête. Loin de moi grandissez, enfants de mon passé qui vivez en voyage, puis venez à mon cœur, fontaine de mes pleurs, y puisez votre image. Usez de mon amour, votre jour est toujours l'objet de mon envie. Revenez à mes bras, ne vous éloignez pas du sein de votre vie. Êtes-vous né trop tôt, rire de mes berceaux à l'âge du quadrille? Êtes-vous né trop tard, enfant de mes hasards, enfant, petite fille? Le jardin est pareil, l'abeille et le soleil y font leur course à l'aise, mais sous les hauts sapins, plus de jeux anciens, plus de chansons françaises. Plus de baisers le soir, ni de peur dans le noir où vient rôder le diable, plus de jouets cassés, plus de genoux blessés, ni de châteaux de sable. Enfant, c'est mon passé, passé que vous bercez au jardin de Verrières, car je riais aussi sous l'arbre que voici et que planta mon père. Les jours sont abîmés, aurais-je trop aimé le pas qui déconcerte? Je suis seule à présent, voyageuse, enfant, devant la porte ouverte. Louise de Villemorin. Je suis émue de voir vos visages, tous vos visages recueillis, Sophie de Villemorin, Jean-Baptiste de Villemorin, Edmond Charleroux, Asdine Alaya, et vous aussi, Elisabeth Baxter. Vous avez la trentaine épanouie, vous êtes une des petites filles de Louise de Villemorin, et si vous êtes émue, c'est parce que j'imagine que vous avez revécu à travers les mots de Louise de Villemorin que nous venons d'écouter, Verrières le Buisson, cette maison où vous avez passé les étés, quelques étés de votre enfance. Et j'ai envie que vous vous adressiez directement à elle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Chère maman Louise, depuis que tu nous as quittés, tellement de choses se sont passées. Voulant les partager avec toi à tout prix, te demander conseil ou avoir ton avis, j'ai tout tenté. J'ai eu la grande folie d'écrire une lettre et de l'oublier dans un taxi. Exprès, ah, bien sûr. Et j'ai même essayé de faire tourner les tables, mais les esprits jaloux d'en avoir moins que toi n'étaient pas au rendez-vous. Maintenant, je suis à la radio. Puisqu'il paraît que les ondes traversent tout, je recommence donc au début. Je vais te dire exactement ce que j'ai sur le cœur. Tu es partie trop tôt, chère grand-mère, tu es partie bien trop vite. On avait encore plein de choses à faire, des histoires à se raconter, des secrets à se confier. Tu es partie trop tôt et tu nous manques. À moi comme à tous tes petits-enfants, réels ou imaginés, à moi comme à tous tes amours, tes amis, ta famille. Sans toi, ton jardin n'est plus aussi fleuri. Tes trèfles n'ont que 3 feuilles. Et tes fameuses ours en bronze hibernent toujours. Sans toi, ton salon bleu et blanc, silencieux et triste. Tu nous manques. On ne le dira jamais assez. Mais elle vous manque tant? Oui. Que c'est incroyable parce que c'est sa fantaisie, c'est sa folie qui vous manque. C'est son enthousiasme qui vous manque. C'était plus une sœur qu'une grand-mère.
Hein? Non, c'était une grand-mère. C'était vraiment une grand-mère, mais qui est partie trop vite. Je ne pourrais pas le dire autrement. Et vous savez que c'est fini, ce monde-là, Voilà. cette époque-là. On ne peut pas retourner. Merci Elisabeth Baxter. Il y avait beaucoup de musique à Verrières. Il y avait un piano, je pense qu'il y a encore un piano dans le fameux Salon Bleu, qui n'est pas si blanc que ça. Et il y avait beaucoup de musiciens chez Louise de Villemorin. Il y avait Poulenc, il y avait Henri Sauguet. Et puis il y avait Jacques Février, un immense violoniste. Et Jacques Février avait un père, Henri Février, qui était un grand compositeur. Et ce père-là a écrit une pièce que nous avons retrouvée qui s'appelle Guirlande et qui est vraiment de circonstance. Et nous avons la chance d'avoir ici la petite fille d'Henri Février et la nièce de Jacques Février. Isabelle Aboulker, eh bien, pour nous, elle va interpréter Guirlande. Merci Isabelle Aboulker, nous sommes vraiment à Verrières. C'était la vie même, Verrières-le-Buisson, un défilé permanent d'individus. Et je ne comprends pas Louise de Villemorin. Je vous dis franchement les choses, Jean-Baptiste de Villemorin, car cette femme, toujours aimée, adulée, sans arrêt épatée, rencontrant les plus beaux individus qui soient, les plus intelligents, les plus en vue, etc., cette femme comblée, n'a cessé de dire toute sa vie « Je suis un navire en détresse ». Alors, avez-vous vu un navire en détresse parfois les dimanches après-midi à Verrières-le-Buisson ? Je crois que le navire était presque toujours en détresse. Je crois qu'un navire, par définition, est en détresse dès lors qu'il est sur l'eau. Or, pour dire que Louise de Villemorin faisait du cabotage avec les êtres, beaucoup plus qu'avec les lieux. Et c'est ce cabotage qui a transformé la vie à Verrières en un véritable kaléidoscope de poésie, de rire, de chansons, de sérieux, et souvent de peine. Et il me semble qu'il n'y a pas aucun enfant, je ne suis plus un enfant maintenant, mais je fais appel là à des souvenirs
de 17-18 ans. Aucun enfant de cet âge n'a vécu ce que j'ai vécu, car il s'agissait surtout d'écouter. Et c'est prodigieux d'écouter. D'écouter Jean Cocteau était quelque chose de tout simplement merveilleux, et tant d'autres. Ça m'a peut-être gêné plus tard, parce que j'ai pris trop l'habitude d'écouter, peut-être moins celle de parler. Il y a peut-être moins de gens aussi maintenant qui ont autant de choses à dire qu'eux. Je ne sais pas. En tout cas, à Verrières, ce n'est plus la même chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, et puis il y a toujours ces arbres qui sont là. Alors, les gens étaient pour elle une drogue? Je crois que la drogue était dans le succès de la séduction. Je crois qu'elle était là, la drogue. Et ce besoin de séduire était quelque chose de presque atavique. Mon père était pareil, il fallait qu'il séduisît les gens. Et c'était ça, sa drogue, c'est le succès de la séduction. Edmond de Charleroux, vous étiez vous aussi de temps en temps à Verrières-le-Buisson. Vous aussi, vous connaissez les dimanches et d'autres soirs de Verrières-le-Buisson. Déjà, en écoutant, l'émission a commencé il y a quelques minutes, on sent une femme très entourée, très aimée, etc. Mais est-ce que pour vous, Louise de Vilmorin était autre chose qu'une mondaine? Et est-ce qu'elle est la der des mondaines? Ça n'a absolument pas de sens. Ce que vous dites, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? De mondaine, on pourrait tout de suite passer à l'expression précieuse. Et on l'a dit, à tort, qu'elle était une précieuse. Ce n'était pas du tout ça. D'ailleurs, Jean-Baptiste, qui pour moi est toujours Tistou, et le petit garçon que j'ai connu à cette époque, l'a dit avec énormément d'exactitude. L'enchantement de Verrières était que tous les gens réunis avaient quelque chose à dire et le disaient mieux que d'autres. Et tous les musiciens étaient des gens qui, au lieu de se faire rares ou de dire non, je ne joue pas aujourd'hui, ou je ne chante pas aujourd'hui, ou je ne suis pas en voix, se mettaient au piano pour le plaisir de se mettre au piano. Ceux qui étaient poètes récitaient, ceux qui savaient écrire des lettres lisaient leurs lettres. C'était une sorte de théâtre permanent. Et je crois que le secret, et peut-être une des réponses à votre question, navire en détresse. Était-elle un navire en détresse? Bien sûr que oui. Alors, si ce n'était pas un navire en détresse, elle n'aurait pas été poète. Et après tout, c'est ce qu'elle avait de plus important en elle. C'était sa poésie. Et cette autre chose que Jean-Baptiste vient de dire, et auquel les gens peut-être ne comprennent pas exactement. Son plaisir était de séduire. On l'aurait laissée seule dans une chambre avec un oreiller, elle aurait essayé de séduire l'oreiller. Ça n'était pas pour arriver à des résultats, à avoir un amant de plus. Pas forcément. C'était le plaisir de séduire. Et le résultat, c'est que ça se reportait sur la maison. Et que la maison était le comble de la séduction. Tout avait l'air spontané, sans l'être tout à fait. Moi, j'arrivais d'Italie, je ne connaissais pas la France. J'ai connu Louise chez elle, une de ses amies les plus intimes, qui était la princesse Chavchavadze, Elisabeth Chavchavadze, et j'ai eu l'impression de rencontrer la France. En 1933, Malraux obtint le prix Goncourt. Vous n'étiez pas à l'époque, heureusement pour vous, membre du jury. Et c'est à peu près au même moment qu'il a rencontré Louise de Vilmorin. Elle peignait à ce moment-là. Et il lui a dit « Madame, vous feriez mieux d'arrêter de peindre et essayez plutôt d'écrire », ce qu'elle fit. Et puis il l'a encouragée. Et puis a commencé une nouvelle vie pour Louise de Vilmorin, celle d'écrivain, de poète. Mais est-ce qu'on peut la considérer comme une des poètes du XXe siècle? Au même titre que Louise Labbé, et avec les mêmes interrogations. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que Louise Labbé était une mondaine, qu'elle tenait salon, et que par conséquent elle ne pouvait pas être un grand poète. Louise est un authentique poète, reconnu par quelqu'un qui l'a au moins autant aidé à l'époque que Malraux et qui est Gaston Gallimard, et qui a été vraiment l'homme qui lui a mis, je puis dire, le pied à l'étrier. Et puis, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, est reconnu par Aragon. Aragon disait, c'est par moment, pas peut-être tout ce qu'elle écrivait, un très grand poète. Malraux disait que c'était le poète de la voix, le dernier. Oui, sans doute. C'est vrai que la partie parlée de la poésie de Louise n'est peut-être plus du tout
ce que l'on attend d'un poète aujourd'hui, qui ne se raconte pas, qui se lit moins, dont peut-être la poésie est moins transparente aussi. Mais elle était le poète de la voix, elle était le poète de l'improvisation. Moi, il y a quelque chose qui me frappait toujours à Verrières, c'est que toutes les tables devenaient bureaux. Louise écrivait tantôt sur sa coiffeuse, tantôt sur sa table de nuit, tantôt dans son lit, tantôt sur la table de la salle à manger. Elle transportait la poésie avec elle. C'était la dernière femme à avoir un bureau, des dictionnaires autour d'elle, un vrai, disons, cabinet d'écrivain. C'était la maison. Son atelier était Verrières. Vous dites qu'elle aimait séduire, donc elle aimait mentir. Sans doute. Mais comment donc? Comment pourrait-on faire autrement? J'imagine qu'elle parle d'un homme ou de tous les hommes. Louise de Villemorin a écrit un poème qui s'appelle « Il vole », qui a été mis en musique par Poulenc. Et c'est Florence Limon, accompagnée par Sophie Marest, qui vont nous interpréter ce texte. Florence Limon et Sophie Marest sont deux jeunes femmes passionnées par Louise de Villemorin qui ont imaginé un spectacle qui commence maintenant à se balader en France. Et je crois que c'est assez intéressant de souligner que ce sont des jeunes femmes qui rendent hommage par là même à Louise de Villemorin. Il vole. En allant se coucher le soleil se reflète au dernier de ma table. C'est le fromage rond de la fable au bec de mes ciseaux de vermeil. Mais où est le corbeau? Il vole. Je voudrais qu'on mes animaux attirent à lui toutes mes aiguilles. Sur la table les joueurs de quilles de belle en belle passe le temps. Mais où est mon amant? Il vole. Il vole, c'est un voleur que j'ai pour amant. Le corbeau vole et mon amour vole. Voleur de cœur, mon sa parole, et voleur de fromage et d'absent. Mais où est le bonheur? Il vole. Mais où est le bonheur? Il vole. Je pleure sous le sol pleureur, je mêle mes larmes à ses feuilles. Je pleure car je veux qu'on me veuille, et je ne plais pas à mon voleur. Mais où donc est l'amour, mais où donc est l'amour? Il vole. Trouvez la rime à ma déraison, et par les routes du paysage, ramenez-moi mon amour volage qui prend les cœurs et perd ma raison. Je veux que mon voleur me vole. Louise de Villemorin a beaucoup cherché l'amour, elle a trouvé pas mal d'hommes, a-t-elle trouvé beaucoup l'amour? Ça, il y a qui peut répondre à cette question-là. Je voudrais parler d'ennui. J'ai l'impression, Edmond de Charleroux, qu'elle est d'ailleurs un petit peu comme vous, qu'elle a peur de l'ennui et qu'elle fait tout pour ne jamais s'ennuyer, c'est-à-dire être épatée, s'étonner, se séduire les autres, apprendre, comprendre. Tout ça, c'est une manière de combattre l'ennui. Est-ce que vous avez senti chez elle cette peur-là, peur de l'ennui? Je ne sais pas si c'était l'ennui ou la peur de la solitude, peut-être. Je ne saurais pas. Je ne peux pas facilement identifier Louise avec la notion d'ennui. Peut-être parce que j'étais moi-même épatée. Donc, je ne jugeais pas. Est-ce qu'elle n'appelait pas ennui, peur de ne pas aimer, ennui, peur d'être seule? Je crois qu'il y avait plutôt de cela chez elle. Vous avez raison de dire qu'elle seule pourrait répondre. Jean-Baptiste de Villemorin, pardonnez-moi l'impudeur de cette question, mais vous avez vu un certain nombre d'hommes célébrissimes à Verrières, et elle vous a certainement dit « je les aime » ou « nous nous aimons ». Et vous, au fond de vous-même, est-ce que vous êtes dit « oui, elle les aime » ou est-ce que vous êtes dit « elle aime l'amour » ? Je crois qu'elle aimait aimer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle aimait aimer et elle aimait être aimée. Elle aimait être aimée. Pour moi, le plus bel exemple, elle me l'a donné avec Orson Welles. Nous l'appelions cousin Orson. C'était un homme exquis. Et ma foi, un peu comme Balzac, il fuyait ses créanciers de temps en temps. Et il était venu se réfugier à Verrières. Et je travaillais au Muséum d'histoire naturelle. À l'époque, il y avait la halle au vin. Et je m'arrêtais le matin pour prendre des caisses de quart champagne. C'était pour le petit déjeuner d'Orson Welles. Louise aimait dans le détail.
je crois que il me serait impossible de parler de l'amour de Louise pour un homme, parce que de toutes les façons, si son œuvre est basée sur le mensonge, comme Madame II, souvent ces relations frisaient l'équivoque en la matière. Les seules choses que je ressentais moi-même, c'était l'amour, l'admiration et l'envie de séduire des autres vis-à-vis d'elle. Alors ce dialogue-là était tout à fait extraordinaire. Et c'est celui-là dont je me souviens. C'était une femme indépendante, extraordinairement moderne. On l'oublie, ça, parce que là, on parle d'une femme, et remettons les choses dans leur contexte. Dans les années 40, 50, 60, être totalement moderne, choisir, partir, disparaître, vouloir, c'était quand même tout à fait rare. Donc, elle est indépendante. Et en même temps, est-ce qu'elle acceptait de servir? Parce que aimer, c'est aussi servir. Est-ce qu'elle acceptait de servir par amour? Je vois Edmond de Charles-Leroux dire non. Et si je pose la question, c'est pas innocent, parce que j'ai lu une phrase d'elle en disant « Par amour, je suis prête à servir ». Elle était prête. Mais elle ne servait pas. Ce n'était pas tout à fait son genre, mais je crois qu'elle était capable de grand dévouement. Faut pas non plus imaginer qu'elle n'avait pas de cœur. J'ai connu des relations de Louise avec certains de ses amis où elle était vraiment celle qui aidait. Je vous propose d'écouter maintenant une jeune comédienne qui s'appelle Céline Baudis, et je lui ai demandé, j'ai lu les carnets publiés en 1970 ou 71, c'est-à-dire après la mort de Louise, et il y a certains passages que j'ai trouvés très beaux, très émouvants, très révélateurs, et je sais, Sophie de Villemorin, qui est en face de moi et qui ne voulait pas parler, je sais que vous avez participé au travail qui a permis à ces carnets d'être publiés. Alors, Céline, soyez, ça va être difficile. Louise, le temps de quelques phrases. Je suis quelqu'un de mal, messieurs. Je suis mal, j'abuse de tout. Croyez-moi, vous pouvez avoir confiance, je fais partie des pires. Jamais je n'avouerai. L'aveu, c'est l'ennui, je le sais. Pour avoir une fois tenté d'être honnête, j'ai trouvé devant moi un maître que je ne pouvais reconnaître et qui m'a blessé. L'honnêteté n'a qu'un visage, l'honnêteté n'a pas la main joueuse, l'honnêteté ne peut pas rire, elle est fière. J'aime le jeu. Je veux garder mes 20 visages, mes mains hasardeuses, mon rire et mon humilité. J'ai besoin de perdre pour gagner. J'ai besoin du paradis. L'inquiétude d'une femme est liée à son visage, car la fin de son visage est la fin d'un temps qu'elle prenait plaisir à vivre. Assise devant mon miroir, je ne voudrais pas me voir, oh non, mais je voudrais me revoir. Les belles femmes endurent un terrible martyre. C'est curieux, c'est triste, et c'est comme ça. J'ai constaté, dès l'âge de 8 ans, que j'aimais plaire, et que je tombais facilement amoureuse. J'ai constaté plus tard que j'avais une extraordinaire faculté d'oubli, et j'en remercie le ciel, car je tremble à l'idée de ce que serait ma conscience si je n'avais pas été douée de cette agréable faculté qui me permet d'oublier la plupart de mes passions. Seul le vrai rêveur connaît l'horreur du rêve, ses pièges, ses martyrs, ses larmes. Beaucoup croient rêver parce qu'ils désirent ou souhaitent quelque chose, ou parce qu'ils envient quelqu'un. Mais le vrai rêveur est pris d'impossible, mené hors de la réalité par son imagination, et seul à connaître les étendues glacées du rêve, les déserts dont on ne peut atteindre la limite. Mes sujets construisent des châteaux, et moi, j'en fais claquer les portes. J'ai de tout temps mesuré la violence de mes sentiments, à l'impossibilité de les exprimer. On me dit que pour être heureux, il faut être deux. Pourquoi? De quoi a-t-on peur? J'accepte tout ce qu'on me donne, sauf mon âge. Mon confident m'a trahi. Il est mort. Je vous demande de nous dire, parce que vous aimez Louise de Villemorin en tant que tante, mais aussi en tant qu'écrivain, puisque chez vous, il y a des tas de phrases qui traînent sur des bouts de papier, etc. Vous aimiez sa façon de jouer avec les mots et de changer leur sens? Oui, elle avait horreur du jeu de mots, elle trouvait que c'était vulgaire, mais elle faisait énormément de jeux avec les mots, c'est vrai. Et son livre, elle a publié un livre, du reste, qu'elle a dédié à Gallimard, et la dédicace « Je méditerai, tu méditeras ».
Elle a beaucoup joué avec les mots pour faire soit des vers holorimes, soit pour en faire des dessins. Elle dessinait aussi bien une casquette de gendarme avec des mots qu'un râteau ou que des lunettes. Je pense qu'elle était très intéressée et attirée par Victor Hugo dans ce domaine. Elle le respectait beaucoup. Je crois qu'elle avait une admiration considérable. On a l'impression que Louise de Villemorin est complètement passée à côté des événements de son siècle. Il y a quand même eu une guerre, 39 était une guerre, et on n'a pas l'impression que Louise de Villemorin ait changé beaucoup sa vie, ou ait écrit, ou ait été indignée, ou ait résisté d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'elle avait du mal à vivre avec son époque ? Et Verrières était un refuge, et elle-même était un refuge, et qu'on a l'impression qu'elle a refusé un peu, d'une certaine manière, ce que l'homme était et ce qu'il a fait pendant qu'elle était en vie. Edmond de Charleroux. Louise, c'est vrai, était concentrée sur elle-même. Et puis ensuite, pendant la guerre, elle vivait un drame qui a été la maladie extrêmement cruelle et qui menaçait d'être mortelle de son frère André. Et là, vraiment, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et peut-être qu'Azzedine Alaïa en dira plus là-dessus. Quand il fallait tirer quelqu'un d'un mauvais pas, elle était là. Louise était là. Et elle a véritablement lutté pour sauver André, et je crois que ça a compté pour elle plus que toutes les guerres du monde. Alors on peut critiquer, on peut dire que c'est une forme d'égoïsme, mais enfin, moi je ne juge pas, je ne suis pas un juge, je suis un raconteur. Et je sais que quand je lui parlais de la guerre, elle me parlait d'André. Et du cauchemar qu'avait été cette maladie, cette tuberculose qui le minait, de ses voyages à Châteaubriand, des médecins qu'on cherchait, que la guerre rendait si difficile. Alors, d'aucuns pourront juger cela sous un aspect, disons, négatif. Et puis d'autres, on ne peut pas généraliser. Sur Louise est un être à part. Depuis Louis XV, votre famille travaille avec la nature, j'allais dire aussi parfois contre elle, puisque vous avez quand même participé à des créations, à des modifications de certains éléments de la nature. Évidemment, Louise vivait à Verrières, elle était très proche de la nature, et elle explique qu'elle a eu beaucoup de mal à en parler. Elle l'a très peu fait d'ailleurs. En tous les cas, à écrire sur la nature. Elle en parle, la preuve. La nature est pour moi une confrontation telle avec la vie que je n'ai jamais voulu faire entrer cet élément d'une immense mélancolie par son indifférence et sa présence. Car, après tout, l'indifférence ne nous blesserait pas si elle n'était pas l'effet d'une présence. Et quand on se promène dans les allées de ce jardin, quand il m'arrive d'être seul, et comme ça, en fin de journée, je me dis « Oh bah tiens, je vais aller faire un tour ». Et que je suis là dans ces allées, dans ce labyrinthe de ce jardin, et que tous les arbres bougent, ces arbres que je connais depuis si longtemps, que j'ai vus tant d'été, tant d'automne et tant d'hiver, et qui en ont vu d'autres, et que mon souffle n'y restera pas mêlé, et que l'empreinte de mes pas s'effacera de tout ça, et que si je passe ma main sur l'écorce d'un arbre, c'est douleur qui me va droit à l'âme. On ne peut pas parler de la nature, sauf véritablement alors si on parle en poète. Mais vraiment de mettre dans un livre, il y avait de grands arbres dont les ombrages nous étonnaient, vous savez, ça va pas, quoi. Je trouve que la nature, c'est une chose d'une importance primordiale, qui a la plus grande importance dans ma vie. Quand je ne sais pas le nom d'une fleur le long d'un chemin, ça me fait mal. Je me dis, tous ces inconnus, ces petits inconnus qui s'agitent, qui tremblent, toutes ces petites fleurs qui montent leur tête, toutes ces petites choses si belles, et on passe devant eux indifférents, et on ne dit pas, tiens, Violette, tiens, Marguerite, tiens, c'est la Ginelle, tiens, et qu'on les appelle Senson, et qu'on les appelle pas par leur nom. Et qui nous voient défiler, eux, qui durent toujours, et qui voient défiler, eux, que nous croyons indifférents et qui sont indifférents. Le comble de l'indifférence, nous. Donc quand le poète parle de la nature, il parle de ce qui le blesse le plus. De ce qu'il y a de plus beau, hein, puisqu'il ne parle que de beau. Hein? J'aime beaucoup son « un ». Jean-Baptiste de Villemorin, nous disions que Louise de Villemorin s'occupait d'un certain nombre d'individus, qu'elle choisissait ses combats, mais elle a eu un combat, elle a été écolo
peut-être un peu à cause de vous, mais quand en 67 elle a pris le France et qu'elle a jeté un certain nombre de messages à la mer contre la pollution, c'était une forme d'engagement. Et vous étiez derrière tout ça, il me semble. Je ferai une petite transition sur le texte que Louise vient de réciter. Enfin, c'était pas un texte, d'ailleurs, c'était un extrait d'interview. C'est un extrait, c'est ça. C'est que Hubert Reeves, dans le livre Malicorne, a cité un poète japonais qui dit « J'ai vu une herbe folle. Lorsque j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle. » Il faut les connaître pour les aimer, comme les gens, je crois. Edmond Charleroux, tout à l'heure, a dit qu'elle aimait beaucoup, Louise aimait s'occuper des gens, véritablement. Et c'est vrai, et elle s'est énormément occupée de moi. Elle s'est énormément occupée de moi, elle m'a appris un peu la littérature, même beaucoup, et la peinture, c'est elle qui s'est occupée de ça. Et elle m'aimait, elle aimait ce que je faisais, et je m'occupais de la protection de la nature. Elle a donc mis tout en œuvre pour m'aider, en particulier dans cette grande campagne de lutte contre la pollution des océans, il y a déjà longtemps. Alors, elle vous a aidé, vous, et elle a aussi aidé un homme, et ça, on l'ignore en général, qui est ici installé à cette table. C'est Hazine Alaya, dont le nom rayonne dans le monde entier maintenant. Toutes les femmes modernes portent votre marque, cher monsieur. Je pense à Tina Turner et aussi à Carla Bruni. Et il y en a des milliers d'autres de par le monde. On ne peut pas imaginer le lien qu'il y a pu y avoir entre vous et Louise de Villemorin. Il y en a eu un. Elle vous a aidé aussi? Oui, elle m'a aidé beaucoup. Dès mon arrivée à Paris, je l'ai rencontrée rue Arcet-Doucet chez Simone et Bernard Zerfus. Quand ils m'ont présenté, Louise, elle m'a demandé de venir m'asseoir à côté d'elle. Et elle a sorti un papier, elle m'a demandé d'écrire mon nom. J'écris mon nom et j'étais très timide. À l'époque, je ne pouvais même pas parler. Je ne parlais pas bien le français. Et Louise, elle m'a dit comme ça, je peux prononcer bien votre nom. Elle a pris l'enveloppe, elle a ouvert son petit sac, qui est une enveloppe avec le trèfle et le L. Et moi, je regardais le sac, ça m'a impressionné, son petit sac. Et elle a mis ce papier et elle m'a dit, l'affaire est dans le sac. Et dans la semaine même, elle m'a téléphoné et elle m'a dit, je sais que vous n'avez pas le moyen pour venir à Verrières, je vous envoie la voiture, mais soyez prêts assez tôt pour... J'arrivais le 1er. Et ça a commencé comme ça avec Louise. Et c'était vraiment, pour moi, c'était une rencontre fantastique parce que j'ai rencontré quand même une des femmes les plus, pour moi, importantes. C'est comme ça que, peut-être grâce à elle, j'aime la France et les Français parce que j'ai appris beaucoup ce que c'est l'élégance vraiment, ou le chic. Je me rappelais de lui, c'était avec n'importe quoi, elle arrivait à faire quelque chose. La façon de mettre les étoiles, la façon de se coiffer. C'était très théâtral d'ailleurs, elle adorait les écharpes. Non, mais en dehors, même il y avait des piles d'écharpes l'hiver dans l'entrée. Pour quand on est passé à la salle à manger, il faisait froid, elle donnait à tout le monde des écharpes pour qu'on n'a pas froid. Mais Louise avait un style, vraiment une façon de nouer. Ça m'a frappé la première fois que je l'ai vue, comment elle tordait l'écharpe et se tenir. C'est-à-dire que là aussi, elle créait. Oui, elle créait beaucoup. Elle était très créative dans tous les domaines, je pense. Une histoire qui était vraie, j'étais rue de Bellechasse et elle passait, une concierge était en train de balayer devant la porte et elle me regarde, mon Nasdine, elle me dit « Regarde son gilet, on va demander où elle a acheté. » On demande et la femme me dit au marché, tel marché. Et elle me dit « Louise, rendez-vous au marché tel jour. » Et on a été acheter ce petit cardigan vraiment avec 4 poches. Et Louise, elle me dit « Il y a un mariage. Tout, tu n'as pas le temps de me faire. » un tailleur, mais on va se débrouiller. Avec la voiture et le chauffeur tertio, on a été aux Champs-Élysées, aux prises uniques, je pense. Et elle me dit, on va choisir des perles. Elle regardait la plainte de perles, elle me dit, il faut qu'on fasse attention à la couleur. Il faut que ça fasse vrai, parce que j'ai une idée. On prend beaucoup de perles comme ça, et elle rentre, et on fait l'essayage. Et elle mettait tous les colliers qui descendaient, après elle les a ramassés, elle les a mis dans la poche. Elle m'a dit, je mets des gants blancs. Avec ma jupe, elle m'a dit, tout le monde va être épaté, ils vont croire que c'est un dernier Chanel.
Nous avons tellement entendu parler d'amour qu'il va falloir maintenant que nous entendions chanter l'amour. Et ce que nous allons entendre est une véritable première. L'air que nous allons écouter a été chanté par les plus grandes divas du monde. Il s'agit des Chemins de l'amour, texte de Jean Anouilh, qui a adapté d'ailleurs pour la Comédie Française Madame II de Louise de Villemorin. Et la musique est de Poulenc, et c'est un cadeau que nous fait Malcolm Walker que de le chanter, car aucun homme n'a jamais chanté cet air-là, et on peut imaginer que c'est une chanson d'amour qu'un homme offre à Louise, elle qui les a tant aimés. Malcolm Walker qui sera Péléas, de Péléas et Mélisande de Debussy, sur la scène de l'Opéra de Saint-Gall dans quelques semaines, puis à la Fenice de Venise. Alors, merci pour ce cadeau. Malcolm Walker est accompagné par Catherine Després, Les Chemins de l'amour. Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passage des fleurs effeuillées, l'écho sous leurs arbres de nos de rires clairs. Hélas, des jours de bonheur, radieuses joies envolées, je veux sans retrouver trace dans mon cœur. Chemin de mon amour, je vous cherche toujours. Chemin perdu, vous n'êtes plus, et vos échos sont sourds. Chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du premier jour, divin chemin d'amour. Si je dois l'oublier un jour, la vie effaçant toute chose, je veux dans mon cœur qu'un souvenir repose plus fort que l'autre amour. Le souvenir du chemin où tremblante et tout est perdu. Un jour j'ai senti sur moi brûler tes mains. Chemin de mon amour, je vous cherche toujours. Chemin perdu, vous n'êtes plus, et vos échos sont sourds. Chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du premier jour, divin chemin d'amour. Malcolm Walker. Alors, un homme a été évidemment important dans sa vie.
c'est Malraux. Et elle l'a rencontré en 1933, je crois. Et puis ils ont décidé, j'allais dire, de finir leur vie ensemble, mais c'est un peu ça, à Verrières-le-Buisson. Elle lui doit beaucoup de choses. En tous les cas, elle le dit. C'est peut-être parmi tous les hommes que j'ai connus, celui qui est resté vraiment pour moi le plus secret. Je pourrais dire des choses, mais franchement, j'ose pas. Voilà la vérité. C'est à lui que je dois tout. Je considère, en tout cas. Peut-être que lui dirait le contraire. Mais je considère que c'est à lui que je dois tout parce que c'est lui qui m'a fait confiance. C'est le premier homme dans ma vie qui ait vu en moi quelque chose que moi-même je ne soupçonnais pas. Quand je l'ai connu, ma passion, c'était de faire de l'aquarelle et de la peinture. Et un beau jour, André Malraux m'a dit, eh bien, au lieu de peindre, vous devriez écrire. J'en ai été tout épatée. L'idée d'écrire ne m'était jamais venue. Et alors, mais je lui ai dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Alors, il m'a même donné des exemples de style. Il m'a dit, bien voilà, vous pouvez commencer en disant 7 en passant dans la rue à 3 heures de l'après-midi que j'ai rencontré monsieur Untel. Ou bien vous pouvez faire un livre en un échange de lettres. Et c'est ainsi que, dans le premier livre que j'ai fait, j'ai commencé à cause de lui, à cause d'un exemple qu'il m'avait donné, 7 en regardant une plume voler, etc. Voilà. Et alors, donc j'ai commencé à écrire ce livre, et puis je lui ai envoyé, et il m'a répondu en me disant, c'est très très bien, continuez. Et je sais, parce que ça m'a été dit après, ça m'a été dit plus tard, qu'au moment où il a apporté ce petit manuscrit à Gallimard, la plupart des lecteurs n'étaient pas du tout d'accord pour éditer ce livre, qu'on ne trouvait pas très intéressant. Mais lui, il avait vu une poésie, une expression de moi-même, quelque chose qu'il croyait valable. Et c'est donc lui qui m'a fait partir dans la vie et qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être quelqu'un qui irait de goûter en goûter, de petites croisières en petits déplacements, je suis quelqu'un qui voit arriver l'âge mûr sous la forme d'une grande table couverte de crayons et de papier et qui m'amuse à faire mes petits travaux. Eh bien, cette vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire cet âge mûr raisonnable, c'est à lui que je le dois. Elle devait beaucoup à Malraux et elle devait beaucoup à tous les gens qu'elle a choisi d'aimer. Cocteau, elle l'a remercié souvent d'avoir été à ses côtés. Malraux, je pense qu'à un moment donné, elle a dû quand même être un peu gênée par l'importance du personnage, puisqu'elle a déclaré qu'elle en avait parfois un peu assez d'être la Marilyn Malraux. Alors cette émission va s'achever. J'aimerais demander à chacun d'entre vous, parce que nous avons approché Louise, j'allais dire légèrement, mais en 1 heure, on peut difficilement faire autrement. Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs qui ne connaissaient peut-être pas bien Louise de Villemorin, qui l'ont entendue, ils l'ont entendue interpréter de différentes manières, retiennent de cette femme qui a marqué tous les gens qui l'ont rencontrée pendant 50 ans. Et tous les gens, c'est Saint-Exupéry, c'est Orson Welles, c'est Ali Khan, c'est un nombre de scientifiques impressionnants, un nombre de politiques aussi, et puis d'écrivains. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Louise de Villemorin? Commençons comme on a commencé, peut-être avec vous, Elisabeth Baxter, qui est sa petite fille, une de ses petites filles. Oui, il y en a beaucoup. Je dirais que c'était une femme très généreuse. Je crois que c'est ça que moi je retiens le plus. Elle donnait énormément à tout le monde. Et je crois que c'est ça qui me... C'est ça. Oui, c'est dans son travail, c'est dans ses lettres, c'est dans sa poésie, dans ses livres. C'était quelqu'un de très, très généreux. Asdine Alaya, que doit-on retenir de Louise de Villemorin? C'est très difficile, il y a beaucoup de choses à retenir de Louise. Je pense que c'était vraiment quelqu'un qui était fantastique. Quand je l'ai rencontrée, elle était toujours l'époque, elle était dans l'époque à chaque fois. Elle n'a jamais été décalée de l'époque. Edmond de Charleroux, c'est une époque qui est complètement finie, terminée? C'est une autre époque. Je ne crois pas que ce que nous avons connu là a passé. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de salon, mais il n'y a plus de dimanche. Les gens bougent, vont passer le dimanche à l'île de Moustique. Évidemment, ils n'ont pas le temps d'être en même temps à Moustique et à Verrières. Je crois qu'elle représente la dernière époque des salons littéraires et que les salons littéraires avaient une immense importance parce qu'elle permettait à des artistes et à des gens différents de se rencontrer. Et que lorsqu'on avait comme hôtesse Louise, eh bien ça reste absolument, ça marque toute une vie. Moi, elle m'a marqué comme très peu de gens. Que souhaitez-vous qu'on retienne d'elle? L'élégance. Louise était une femme d'une
d'une élégance totale dans tout, et qui savait rendre élégant les choses les plus humbles, du linge blanc, un service de faïence, et qu'elle écrivait comme elle vivait, avec en plus une immense fantaisie. Elle ne se prenait pas au sérieux. Jean-Baptiste de Villemorin, ça vous a plu, je crois, Oui. ce que vient de dire Édouard Leroux. Contrairement à ce qu'on pourrait le penser, c'était pas du tout une personne prétentieuse. Elle aimait être, elle aimait séduire, mais elle n'avait aucune espèce de prétention. Mais elle était, tout simplement, non? Alors, il y a une autre chose dont on pourrait se souvenir, et sa petite fille Elisabeth l'a dit, c'est sa générosité. Mais c'est une générosité de tous azimuts. Elle n'était pas coincée à aucun moment par quoi que ce soit. Elle dépensait de l'argent 2 fois. Une fois quand elle le gagnait, une fois quand elle le recevait. C'était comme ça. Elle aimait les hommes, les mots, les arbres et les objets. Vous aussi, Jean-Baptiste de Villemorin. Est-ce qu'il y a un objet important? Ah, il y a un objet important que vous avez sorti, qui vous lie à jamais à votre tante Louise de Villemorin. Il me lie beaucoup à elle, et on va trouver la plupart des qualités dont nous avons parlé dans cette petite anecdote. Vous le racontez, l'objet, d'abord? L'objet est un petit socle rond en marbre, il est un peu cassé, surmonté d'un petit pouf en bronze, et sur ce pouf, également en bronze, il y a une canne et un chapeau haut de forme. D'abord, ce petit pouf symbolise l'élégance. Et Louise a toujours aimé l'élégance dans tous les domaines. Ensuite, c'est un objet qui avait appartenu à mon grand-père maternel, qui avait disparu, que j'aimais beaucoup. Il a disparu pour X raisons. Et elle l'a racheté un jour à la salle des ventes, elle l'a reconnu. Elle savait que je l'aimais quand j'étais enfant et elle me l'a donné. Sa générosité, et elle s'occupait de moi. Et je crois que cette petite anecdote est importante. Par ailleurs, le petit bâton qui est dessus cette canne lui faisait raconter le proverbe hongrois « Tout ce qu'on dit de mal sur quelqu'un est un bâton qui chemine pendant peut-être des années, mais qui va automatiquement à la personne dont on a dit du mal. » Merci infiniment à vous tous d'avoir participé à cette émission. Nous allons maintenant nous séparer encore avec Louise de Villemorin, et c'est un de ses poèmes que nous allons écouter, décliné de différentes manières. Mon cadavre est doux comme un gant, tout un programme. D'abord Céline Baudis, ensuite Florence Limon et Sophie Marest, et ensuite, elle. Mon cadavre est doux comme un gant de peau glacée, et mes prunelles effacées font de mes yeux des cailloux blancs. 2 cailloux blancs dans mon visage, dans le silence 2 muets, ombrés encore d'un secret, et lourds du poids mort des images. Mon souvenir est ressemblant. Enfants, emportez-le bien vite. Allez, allez, ma vie est dite. Mon cadavre est doux comme un gant.